On aime ce générique. Bonjour, thé au café. Nous sommes dimanche. Hier, vous étiez avec nous. Il y avait Sting qui était là. Il y avait Shaggy. Ils ont interprété un titre. C'était particulièrement sympa. Et aujourd'hui, c'est Daniel Auteuil. C'est un comédien qu'on aime bien. Il est aussi réalisateur et il vient pour nous parler de son film. Bonjour. Bonjour. Je vous embrasse pour le plaisir. C'est un privilège d'être là aujourd'hui. Vous savez, vous êtes venu plusieurs fois. Hein. Je sais que je suis venu plusieurs fois. Plusieurs fois. Et on se dit à chaque fois, qu'est-ce qu'on va se dire? Enfin, c'est surtout vous. Qu'est-ce qu'on va se dire de différent? Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui demander? C'est ça. Moi, je peux répondre. Hein. Je peux inventer, je peux faire plein de trucs. Oui, ça, vous, je sais. D'ailleurs, vous êtes menteur, vous. Oui, Un comédien, c'est un menteur, non? Oui, un comédien, c'est un menteur, mais il ment avec sincérité. Voilà, Oui. c'est sincère. C'est aussi un comédien qui somatise beaucoup. C'est-à-dire qu'il ment, il se ment à lui-même, il est capable d'avoir mal s'il doit jouer le rôle d'un mec qui a mal, par exemple. Ah, c'est un comédien, c'est un cas. Hein. C'est spécial. Hein. C'est passionnant, mais c'est spécial. Vous auriez pu faire autre chose? Non. Du tout. Comme fantasme, j'aurais peut-être aimé dans le genre chic, mais parce que ça me plaît, c'est l'architecture. Voilà, ça m'aurait plu de construire des maisons, des immeubles. Des quartiers, même? Des quartiers, des villes, Ça, le oui. monde. À mes pieds. Non, pas à mes pieds. Non, Des buildings? Des buildings, voilà. Mais c'est à peu près tout. En fait, je dis ça, mais tous les métiers artistiques m'attiraient. J'aurais aimé être écrivain aussi, j'aurais aimé être chanteur. Enfin, oui, tout ce qui a trait à l'art m'attirait, me plaisait. Non, on est d'accord quand même que c'est un peu un atavisme aussi. Vos parents l'étaient. Mes parents étaient des artistes. Mes parents étaient artistes lyriques, effectivement. Ça joue, ça, non? Ça joue, mais pas forcément. Tous mes enfants ne sont pas... Enfin, le petit, il est un peu petit encore, mais Il y en a une qui fait des études de droit. Ah, ça y est, elle est avocate. Elle est avocate? Lily est avocate. Voilà. Mais elle fait de la production maintenant, donc elle rejoint quand même le cinéma. Et le petit écrit des scénarios. Il a 8 ans. Non, c'est pas vrai. À 4 ans, vous étiez quand même sur les planches. Vous. À 4 ans, j'étais sur les planches. Mais vous en avez un réel souvenir ou pas? Oui, vraiment. Vraiment, c'est... C'est pas parce qu'on vous a raconté. Non, on ne m'a pas raconté, je me souviens très bien. C'est la première fois que j'ai tenu une chanteuse dans mes bras. Je m'en souviens très bien. Ça marque à vie, vous savez. Madame Butterfly. Oui, c'est ça. Je tenais Madame Butterfly dans mes bras. Et surtout, le souvenir que j'ai de cette première entrée sur scène, c'est cette impression de mille yeux qui vous regardent, de cette chaleur qui vient de la scène. Et au fond, je crois que c'est à partir de là que j'ai eu envie de... profondément, enfin, pas consciemment, mais inconsciemment, que c'était ça que je voulais faire. Maintenant, c'est l'heure du café. Le matin, je ne parle pas, normalement. Oui, d'ailleurs, ça correspond à quoi le matin? C'est un moment de rêverie? C'est un moment d'action? Oui, d'action. Je suis très matinal. Je suis beaucoup plus matinal que... Je me lève à 4 heures, en vérité. À 4 heures du matin, je suis debout. Mais en pleine nuit, c'est pas le matin. Une heure après, maintenant, une heure après, c'est le matin. C'est un peu la nuit. En tout cas, jusqu'à ce que le jour se lève, c'est pas marrant parce que c'est un peu... On ressasse des trucs, des machins. Ouais. Mais après, dès que le jour se lève, c'est magnifique. Ouh, le loup disparaît. Même l'hiver? Surtout dans l'hiver, tout le temps. Mais j'aime bien me lever tôt. C'est des moments magiques. Le matin, la maison dort, tout le monde dort. Et une fois que vous avez évacué vos problèmes, on peut travailler très bien le matin. Vous considérez que vous avez eu une enfance atypique? Je n'arrive pas à la considérer comme atypique. Ça a été une enfance heureuse. Mes parents ont tout fait pour que je ne manque de rien, Fils unique, hein? Fils unique, oui, ça aide pour qu'il y ait la plus grande normalité. C'est-à-dire que même s'ils arrivaient dans une saison de théâtre et qu'ils devaient repartir avant la fin de l'école, ils me laissaient en pension. Enfin, ils faisaient en sorte que tout soit à peu près normal, quoi. Vous dites que vos parents qui sont partis, qui ont disparu, vous dites c'est une chose dont on ne se remet pas. Non. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus d'eux? Pouvoir les toucher, pouvoir leur parler, pouvoir demander... Le côté tactile? Oui, bien sûr, ça, le pouvoir, surtout pouvoir leur parler, pouvoir... vous savez, il n'y a pas d'âge pour être orphelin et
on les mêmes tard et on reste un petit garçon. Il y a plein de questions que j'ai pas posées et il me manque plein de réponses. Donc mais ils sont là, bizarrement, ils sont là. Ils sont là. Ils n'ont pas pu vous voir réalisateur? Non. Ça vous manque, ça? Non, pas vraiment. Ma mère se serait fait du souci. Elle était angoissée? Oui, elle était inquiète. Elle aurait dit arrête, tu te fatigues, arrête de te fatiguer, tu n'as plus l'âge. Elle a été. Ils ont été très bienveillants. Ouais. Mais ils ont vu beaucoup, ils ont tout vu, ils ont été heureux. Ouais. Ils ont vu tout ce qu'il fallait voir. Et quand ils étaient dans la salle, comment vous vous comportiez? J'avais le trac. J'avais peur de les décevoir. Quand on est un enfant qui a beaucoup déçu ses parents, par exemple, toute sa vie, on a peur de les décevoir. Je les ai beaucoup déçus à l'école, tous ces trucs-là. Mais pas après. Mais pas après. Après, je n'ai eu de cesse que... En fait, tout ce que j'ai fait, je crois, c'est... C'est pour eux? C'est pour moi aussi, bien sûr, parce qu'on fait les choses pour soi. Okay. Mais pour une reconnaissance? C'était pour, oui, une reconnaissance. Et pour les épater, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Oui, mais vous avez raison, une reconnaissance. Ouais. Votre portrait? Mon portrait? Oui, par Magali Defer. Ah, très bien. Daniel Auteuil, c'est un peu l'itinéraire d'un sous-doué qui va finalement mener sa carrière avec brio. Bien sûr que non. Ou peut-être que oui. Il a un peu plus de 15 ans et demi lorsqu'il débarque à Paris pour tenter sa chance. Et là, il échoue au conservatoire, traverse une mauvaise passe et empêche tout le monde de dormir avec ses chansons. Ouais, ma pâtée, l'heure de ma pâtée. Non, je rougis pas, j'assume. Et puis sa carrière prend un autre tournant comme un deuxième souffle. C'est le destin qui frappe. Il frappe fort avec Jean de Florette. Grâce à son personnage du Gaulin plein de sensibilité, il décroche un César et une belle histoire d'amour avec sa Manon des Sources. Eux qui avaient vécu leur amour en douce dévoilent leur idylle au grand jour. J'ai toujours été toute ma vie admirateur des actrices, donc je suis assez heureux. Si les hommes préfèrent les grosses, lui partage l'affiche avec les plus grandes actrices, de la reine Margot à la fille sur le pont. Sa vie est loin d'être un enfer. En plus, les grands réalisateurs se l'arrachent. Il passe sa saison préférée aux côtés de Téchiné, Un cœur en hiver avec Claude Sautet et nouvelle consécration à Cannes grâce au 8e jour. Une récompense, c'est un acte, c'est une preuve d'amour. Reconnu par ses pairs, il devient pour d'autres un adversaire de taille. Moi, je l'ai vu au théâtre il y a très longtemps et j'ai fait celui-là, faut le tuer, sinon je ne vais jamais pouvoir bosser. Redoutable comédien, c'est pourtant bien entre amis qu'il aime exercer son métier, comme au théâtre avec son complice Richard Berry. Et puis, il a envie de voir l'envers du décor. Grosse tactique! Et passe alors derrière la caméra. L'acteur devient réalisateur et remonte sur les pas de Pagnol. Après lui, je raconterai des histoires plus personnelles. Promesse tenue avec son film Amoureux de ma femme, et on se dit que ce n'est sûrement pas le dernier. J'ai le sentiment d'avoir découvert quelque chose qui me passionne et dont je ne pourrai plus jamais me passer. On dit des choses définitives, hein, parce que plus jamais passer tout ça. On peut se passer de tout en vérité. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Voilà. Est-ce que vous avez quand même eu des rendez-vous ratés? Des rendez-vous ratés, oui. sûrement, heureusement. Des regrets professionnels? Oui, j'ai bien sûr des regrets. Des mauvais choix? Des mauvais choix, non. Les choix, non. Vous les assumez? Ah, les choix, oui, tout à fait. Oui. Non. Voilà, tout n'a pas été parfait, quoi. Voilà. Le César, pour le brio, là, il vous est passé sous le nez? Oui, mais c'est tout à fait normal. Oh, vous dites ça parce que vous êtes élégant. Je suis élégant. Je suis d'accord avec vous. Et si je suis élégant, c'est que je pense de façon élégante et je dis que il est normal que ça aille. Voilà, je veux dire que ça aille aux plus jeunes. Ça aurait été pas mal que. Ça aurait été pas mal. Que ce soit à vous. Oui, mais ça va. J'en ai. Vous jouez le rôle d'un prof hein, dans le brio, réalisé par Yvan Attal. Et puis, vous allez initier donc une jeune femme issue des banlieues à l'éloquence. Vous la faites travailler son articulation avec un crayon hein, dans la bouche. Est-ce que vous continuez cet exercice? Oui, tout le temps. Car chaque petit cours de technique, si vous voulez, chaque texte, chaque rôle a sa propre diction, sa propre grammaire, et la bouche, pour articuler, a besoin de se muscler en fonction de ses mots. Et le crayon est un exercice que je pratique depuis toujours, qui permet de muscler les... Mais comment on le place, ce crayon? Oui, vous voulez faire le truc. Oui, non, mais c'est sûr. Regardez, Moi, j'ai pas de problème. Regardez. Attendez, il me faut les lunettes. Il faut le crayon, il faut les lunettes. Vous savez, la fameuse lettre magnifique de Musset à Sand. Oui. Et de Sand à Musset. Oui. Donc, il y a deux lectures possibles. Il y a une lecture, première lecture, et il y en a une deuxième qui est hyper érotique.
Ah, vous voulez que je lise, c'est ça? Oui. Alors, comment vous faites déjà avec le crayon? Le crayon. Alors, avec le crayon. Mais alors, voilà, je veux bien le faire avec Mais le dans crayon. quel sens on met le crayon Ah bon, on déjà ne met pas là, ça dépend de votre goût. Ça dépend, mais de ce côté-là. De ce côté-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, le problème de mettre le crayon là, je ne sais pas si je vais vous faire ce plaisir-là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est tout à fait privé, c'est un secret, c'est quelque chose qu'on ne montre pas aux gens. C'est du travail, et même c'est pas beau à voir parce que c'est comme un sportif qui fait un entraînement. Voilà. Donc je peux vous le lire sans le crayon, à moins que le crayon ça soit un truc. Non, pas du tout. Non, c'est pas un fantasme non plus. Hein, non. On ne sait pas. Quand je jure à vos pieds un éternel hommage, voulez-vous qu'inconscient je change de langage? Vous avez su captiver les sentiments d'un cœur que pour adorer forma le Créateur. Je vous aime. Et ma plume en délire couche sur le papier ce que je n'ose dire. Avec soin de mes lignes et lisez les premiers mots, vous saurez quel remède apporter à mes maux. De Sand à Musset, la réponse. Cette indigne faveur que votre esprit réclame nuit à mes sentiments et répugne à mon âme. Alors. Et voilà, tout l'intérêt étant, quand on prend le premier mot de chaque ligne, oui. ça donne... Oui, c'est ça. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Et la réponse, cette nuit. C'est magnifique, non? Et oui, c'est magnifique. J'allais dire une bêtise, c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Mais on n'a pas besoin de crayon pour ça. Comment vous aimez diriger? Alors, tout dépend. Par exemple, si vous avez avec vous des grands acteurs que vous avez choisis expressément pour ce qu'ils représentaient, il y a juste à leur donner, en tant que chef d'orchestre, leur donner le la. Et ensuite, à partir de là... Ça, ce sont les Stradivarius, ça. Oui, les Stradivarius. Les autres, j'essaye de les mettre dans un état de nerf qui fait que... une espèce de... Oui, quelque chose d'assez électrique. Pour être sur une scène de théâtre ou devant une caméra, il faut toujours être dans un état plus que dans une réflexion. Jouer, c'est un truc extrêmement physique. Donc, Donc, il faut apporter une tension? Oui, une tension. On a voulu vous faire une surprise. Aïe, aïe, aïe. Une bonne? Moi, il me semble que oui. Hein. Ah bon? Oui. Nous sommes partis sur vos traces, sur vos pas. Ce n'est pas à pas dans sur Paris. Dans oui. Paris. Avec quelqu'un, mais qui vous connaît très, très, très bien. Et qui a même vécu longtemps avec vous. C'est pas une ancienne compagne. Non. Ouf. Oui. Oui. Non, parce que c'est déformé. Oui. Non. C'est une de vos filles. Ah oui. Ouf. Ça va mieux, hein? Oui, très bien, très bien. Évidemment, c'est Aurore. Oh, ma petite Aurore. Voilà. Aurore, elle nous a accompagnés dans des lieux extrêmement importants pour vous et pour elle, avec Magali Defer et Pierre Coussier. Alors aujourd'hui, on va se promener un petit peu dans Paris et on va aller voir des endroits qui sont importants pour mon papa. Donc ici, on est sur l'île Saint-Louis, c'est l'endroit où il vit. C'est un quartier qui est calme et qui est beau et à mon avis qui symbolisait bien Paris pour lui, qui venait de la province. Il est tranquille, là c'est comme un petit village. Il se balade beaucoup, il aime marcher. Il marche, il réfléchit, il récite son texte, il a son crayon dans la bouche quand il a des textes à apprendre. Et il travaille en marchant en fait aussi beaucoup, il promène son chien et puis en même temps il travaille. C'est quelqu'un qui va très vite dans sa tête, vous allez lui parler mais lui il aura 10 wagons d'avance par rapport à vous dans son raisonnement. Mais il a cette espèce d'élégance, papa, de jamais vous faire sentir, comment dirais-je, il vous valorise toujours. Humainement, il n'y a pas plus chouette que mon père, tiens. Alors nous sommes devant le théâtre de la Porte Saint-Martin, parce que c'est ici qu'il a débuté quand il était tout jeune et qu'il avait 20 ans. Il a passé une audition pour jouer dans Godspell et il a arraché le rôle. Mon grand-père l'avait fait répéter, parce qu'il fallait qu'il chante. Et c'est là où tout a commencé pour lui. Et c'est là où il a rencontré Dave, qui est devenu son grand ami et son meilleur ami depuis qu'ils sont tout jeunes. Il a rencontré ma mère, donc je le dis parce que sinon je ne serais pas là. Et donc voilà pourquoi c'est important et c'est symbolique cet endroit-là. Bon allez, hein. On continue.
Le 36 quai des Orfèvres, parce que papa avait tourné un film donc, du coup, qui s'appelle 36 quai des Orfèvres, le film d'Olivier Marchal. J'avais eu la chance de pouvoir tourner avec lui, c'est la première fois que j'ai joué avec lui. C'était une scène où il fallait que je pleure. Et il m'avait regardée d'une façon, je sais pas comment vous dire, il y a eu comme un éclair dans ses yeux, une espèce de quelque chose de très intense. Je sais, son regard a été habité d'un coup et c'est ça qui m'a tiré les larmes. J'étais très jeune, donc pour moi c'était quelque chose de très fort, si ce n'est trop fort à gérer. Une scène ça suffisait quoi, mais voilà. On est au Théâtre de Paris maintenant. J'aime beaucoup ce théâtre. C'est là où j'ai commencé moi. Et puis mon père a cartonné dans 2 pièces ici, donc ça fait partie un peu de la famille, tiens. C'est canon, hein. À chaque fois qu'il joue, je viens. J'adore le voir sur scène. Et puis ça me rappelle quand j'étais petite, et c'est comme si le temps s'était arrêté pour moi. Comme si j'étais une toute petite fille, et que lui, il est là, et que rien n'a changé. On va bientôt monter sur scène ensemble ici, dans le Malade imaginaire. Voilà, il va mettre en scène et il va jouer dedans. Ça fait 17 ans que j'attends ça, moi, de pouvoir jouer avec lui. C'est fabuleux. Puis je vais apprendre grave. J'ai aucune pression du tout à travailler avec lui, au contraire. C'est mon père. Ça ne peut pas être plus bienveillant que mon père. Donc je sais qu'on va s'éclater, que ça va être super. Elle est joyeuse. Elle a une Ouais, spontanéité elle a une pêche, incroyable. elle est joyeuse, elle est généreuse. C'est le gardien du temple, Aurore, de la famille. Et c'est elle qui a les dates de tout, qui sait Les anniversaires. Oui, les anniversaires. Voilà, c'est elle qui, oui, c'est ça, c'est le gardien du temple. Elle fédère. Oui, elle fédère, elle a les, oui, ouais. Et elle est, c'est un cœur, elle est généreuse, elle est. Et le projet? Le projet, il est fort. Le projet, il est fort. Il fallait un rôle à sa hauteur. Il fallait un rôle qui lui corresponde. Et Toinette, dans Le Malade imaginaire, est un très très beau rôle. Et comme elle dit, voilà, on va s'amuser, Vous l'avez mise en garde, vous avez mis en garde vos filles. Par exemple, vous savez, on parle beaucoup évidemment du mouvement MeToo, du harcèlement, etc., même dans ce milieu, hein, et au contraire, même dans ce milieu, puisque c'est parti de là. Vous leur avez expliqué, vous leur avez dit les choses? Non, pas forcément, mais elles étaient averties. Les deux n'ont jamais été confrontées à ce genre de choses. Non, elles n'ont. À moins qu'elles ne vous l'aient pas dit. Si, je pense qu'elles Ouais, l'auraient elles dit, vous mais l'auraient dit. on se dit tout, on se dit tout. Mais elles sont très au courant des choses, on parle beaucoup, donc je ne suis pas quelqu'un qui avertit, attention, ça, mais on parle, et elles savent. Vous avez toujours été respectueux, vous, des femmes? Je pense que oui, madame. Je pense que oui. C'est une question d'éducation, je pense, et puis aussi après de gêne, mais d'éducation. Amoureux de ma femme. Amoureux de ma femme. C'est une adaptation de la pièce de Florence Zeller. Vous avez été au théâtre avec Valérie Bonneton et avec Isabelle Gélinas. Hein. C'est un quadrille amoureux entre rêve et fantasme. C'est un quadrille amoureux qui a une particularité, effectivement, de mêler le rêve à la réalité. Et la particularité du film, c'est que le rêve et la réalité vont se mélanger. Et après, on ne saura plus si on est dans le réel ou dans la fiction. C'est la particularité du film. Voilà. Sinon, le point de départ est un point de départ tout à fait classique d'une comédie à situation forte. C'est très librement adapté de la pièce. On a gardé de la pièce que ce qui était le cœur du sujet. Et ensuite, la force des images permet de s'évader et de raconter plein de trucs. C'est un dîner, hein? C'est un dîner. Un dîner entre deux couples. Voilà, ça commence comme ça. Ça commence par... C'est pas tellement un dîner. Oui, il y aura un peu de dîner, mais c'est... Il y a une confrontation. Il y a une confrontation, c'est-à-dire que, en 2 mots, Gérard Depardieu, donc, a quitté sa
sa femme, avec qui il était depuis une vingtaine d'années, et il s'est mis en ménage avec une jeune femme de 32 ans. Et la particularité de cette histoire, c'est que son ancienne femme était la meilleure amie de la mienne. Et forcément, chaque fois qu'il y a une séparation dans un couple, les amitiés se brisent aussi. Mais là, nous nous revoyons par hasard et je lui dis « Mais non, mais viens dîner à la maison. » Il dit « Mais j'aimerais tellement vous présenter Emma. » Mais je dis « Viens, il n'y a pas de problème. » Et, Il n'y a pas de problème pour vous. Il n'y a pas de problème pour moi. Et à partir de là, ma femme refuse dans un premier temps. Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin refuse et elle se demande, mais attention, si l'autre a été capable de faire ça, pourquoi Daniel, mon propre mari ne serait-il pas capable de le faire? Et elle accepte ce dîner pour diriger les choses, pour observer. Et elle ne sera pas déçue, effectivement, parce que quand la fille arrive, c'est un choc. La fille, c'est tout ce que j'appelle... c'est Adriana. C'est Adriana Urgate, qui était Julieta dans le film d'Almodovar. Voilà. Et à partir de là, des situations très cocasses de la vie réelle se mélangent. Et je vais commencer, et ma femme aussi projette sur elle. C'est-à-dire que elle et moi, nous projetons alors que le couple qui est venu dîner est un couple tout à fait heureux, sain, tranquille, ils s'aiment et tout va bien. Et c'est nous qui passons une soirée d'enfer. On regarde la bande-annonce. Ah, il y en a une. Yeah. Daniel! Oh Patrick! Dis-nous ensemble ce soir si tu veux. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah! Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Est-ce que je fais de la... Oh merde! C'est horrible. Amène-moi quelque part. On n'a que vie. Elle portait en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, pardon, oui. Elle aime tellement la vie. Oh bah c'est sûr, hein, c'est une gourmande, hein. Pardon? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Du lèche-vitrine. Du quoi? Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime, la femme qu'il aime. Voilà. Il y a aussi une réplique que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est de réfléchir quand une fille est à moitié à poil. C'est possible, hein. Je veux dire que les hommes sont bien massacrés, quoi, dans le film. Alors ça, il n'y a pas de problème. Et alors, comme au théâtre, au cinéma, j'ai vu dans les projections, c'est pareil. C'est les femmes qui rient le plus parce qu'elles voient arriver à 12 km avant les gros sabots des types. Et les hommes n'osent pas trop rire, soit qu'ils se sentent un peu coupables, ou soit qu'ils ne veulent pas dévoiler des trucs. Mais bon. C'est aussi un questionnement sur la stabilité du couple. Hein. Et comment il perdure. Moi, je dirais sur le désir. Sur le désir. L'amour n'est pas remis en question. L'amour reste. Mais sur le désir, effectivement, une femme ou un homme qui laisse la possibilité d'une respiration, une petite soupape comme ça, fait en sorte que le couple perdure, quoi, voilà. Et vous pensez que les rôles auraient pu être inversés, tout en étant aussi crédibles? Alors, j'ai posé la question. Oui, bien sûr que ça pourrait, mais les femmes m'ont répondu que ça aurait été pire. Mais le héros, peut-être retournera-t-il à la niche, peut-être. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, oui. Peut-être en demandant pardon à sa femme. Il n'y a pas une sorte de lâcheté aussi? Ah, écoutez,
Vous dites homme, mais vous mettez l'acheter, ça va avec. Hein, je veux dire, moi, j'ai rien mais dit, moi hein. je vous le dis, dans les rapports amoureux, bien entendu. Y a pas, je suis d'accord. Et c'est une comédie. En revanche, mon collègue Gérard Depardieu, lui, il a assumé, quoi. Il a assumé ce choix. Mais peut-être que lui, voilà. Enfin, je ne veux pas dévoiler tout. Mais... Ce sont des retrouvailles avec Depardieu. Ah oui. Comment vous l'avez maîtrisé? Gérard, on ne maîtrise pas. Gérard, ni Sandrine, ni Adriana, ce sont des grands acteurs. Et qu'est-ce que vous lui dites Qu'est-ce que je lui Gérard dis? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui parle d'amour. Je lui dis que voilà, je lui dis que j'aimerais le voir flotter. Il est tellement fort qu'il remue sa carcasse et il flotte. Il a le sens absolument aigu et génial de ce que c'est qu'une scène, un plateau de cinéma. Il y a juste besoin de lui dire, tu rentres par là, tu sors par là, et au milieu, exprime-moi tel sentiment, voilà. C'est quoi? C'est instinctif? C'est animal? C'est son intelligence, c'est son métier, c'est son talent, son génie, je dirais, son génie. Pour le coup, son génie. Il y a une similitude avec votre propre vie amoureuse? Le film? Ah, pardon. Le film, est-ce que le film a une similitude avec ma propre vie? Vous avez une femme, bien sûr, Aude, oui, qui oui, est plus jeune. Mais j'espère être un rêveur. J'espère avoir la possibilité, comme lui, de pouvoir rêver. La vie, c'est fait pour ça. Le cinéma aussi, c'est fait pour ça. C'est fait pour rêver. C'est fait pour nous entraîner. La seule, comment dirais-je, la seule prétention de ce film est d'assumer sa légèreté. Et sa seule ambition, c'est de vous faire rire, de vous faire rêver et de vous émouvoir. Voilà. Pour le reste, c'est fait avec beaucoup de sincérité et, je dirais, de notre part, beaucoup de plaisir. Vous aimeriez connaître les pensées de votre femme? Est-ce que j'aimerais connaître les... Mais vous savez, quand on se connaît un peu, et c'est le cas c'est le cas dans le film, c'est quand on se connaît un peu, on entend penser l'être qu'on aime, on le voit penser, ça se voit. Et c'est pour ça qu'on s'aime, que je veux dire que les couples qui durent s'aiment, parce que on peut rien cacher. Bien entendu que... je pense que c'est ceux qui ne s'aiment pas qui se cachent. Ils se dissimulent Ouais, à l'autre. Oui, il me semble. Mais oui, je peux voir dans son regard, je peux voir ce qui passer. Non, 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 mais bien entendu. Quelques fantasmes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, mais au-delà de ça, je veux dire que le film ne traite pas essentiellement de fantasmes, mais de rêves, d'une autre vie qu'on pourrait peut-être avoir. Casser la routine aussi. Au-delà de la routine, je dirais du temps qui passe. Ça parle de ça aussi, quoi. C'est-à-dire que moi aussi, comme lui, je peux faire ça. Mon personnage est une espèce d'éponge qui, malgré tout, Sandrine apporte ça dans le film, c'est-à-dire son intelligence, sa beauté, son comique, elle est drôle, mais son autorité, quoi. C'est-à-dire que je suis quand même un personnage qui est sous influence. Ma femme est professeure. Quand j'arrive, elle est professeure à la fac d'histoire. Quand j'arrive, elle corrige ses copies. Mais elle me corrige aussi souvent, vous voyez. Elle a de l'autorité. Oui, elle me gronde. Et ouais, ça m'est arrivé de me faire gronder. Et j'en garde quelques souvenirs. Et les hommes restent d'éternels petits garçons. Bon, je veux dire par là... C'est facile de dire ça, non? Oui, non, mais dans certains... en tout cas, celui-là... Ah, c'est moi. Je veux dire que ça ne leur empêche pas d'assumer leur vie, de nourrir la famille, d'aller à la guerre, je ne sais pas quoi, moi, c'est pas ce qu'ils font de mieux. Hein, d'être des héros. Mais au fond, il y a quelque chose de toujours... fragile. Fragile, oui, me semble-t-il. La place de l'amitié chez vous, elle est importante? C'est important. Mais je préfère la compagnie de la femme que j'aime à des copains, quoi. Alors, il y en a un quand même qui vous charrie bien. Ah oui. Ouais.
Il a été votre réalisateur. Ah, je vois tout de suite qui c'est. Je vois, parce que vous dites Charrier, je vois qui c'est, parce que c'est un, comment dirais-je, c'est un moqueur de première, c'est un grand moqueur. Oui, oui, il est très drôle. Il est très drôle. Il vous chambre. Ah ben, C'est très Yvan bien. Attal. Bon, ben, très bien. Ce qui représente un grand acteur, oui, d'abord, avant toute chose. En tout cas, c'est ce qu'il représentait avant que je le rencontre. Maintenant, un peu moins bon acteur. Je fais une mauvaise blague, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré quelqu'un dont je suis tombé amoureux, quoi. Voilà. Ça veut dire, tout bien, tout honneur. Là, voilà, ça fait quand même déjà assez longtemps qu'on ne s'est pas parlé, il me manque. C'est quelqu'un que j'ai pas envie de laisser tomber, que j'ai pas envie d'abandonner. Au-delà de son talent, c'est quelqu'un de bien, voilà. Il va dormir, je crois. Il a un certain âge quand même, Daniel, hein. Faut pas rigoler. Son nez, il a un très 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 gros nez. D'ailleurs, je ne le trouve pas, Daniel, dans mon téléphone. Je voulais lire un mail d'un journaliste américain qui était épaté par ta prestation dans Le Brio et qui m'a demandé d'où venait l'idée de mettre une prothèse au nez. Je te jure, je vous jure que c'est vrai. Daniel est tellement bon que les gens s'imaginent qu'il change son nez pour un rôle. On aime bien manger, oui. Alors en même temps, on fait attention. Tous les deux, on fait un concours, on se regarde de temps en temps, on fait attention à notre ventre. Daniel, si vous pouviez pas noter et constater l'état de mon ventre aujourd'hui, Daniel, voilà, je crois que tu fais pas le poids. Enfin, que tu fais trop le poids, d'ailleurs. Alors, c'est normal parce qu'il joue au théâtre. Il joue au théâtre, et quand on joue au théâtre, forcément, on maigrit. Il est très drôle, Et c'est une pièce de Florence Zeller Oui, aussi, Le Fils, au théâtre Ouais. des Champs-Élysées. Une pièce formidable. Extraordinaire. Oui, oui. Et il est Ah extraordinaire. ben oui, il est extraordinaire. Et ils sont nommés tous aux Molières. Et là, pour le coup, il a intérêt à l'avoir. Sinon, je ne lui parle plus. Le nez, vous avez pensé à en changer? Non, parce que... comment dire, c'était trop tard. Mais il vous a gêné, ce nez? Il m'a gêné. Non, ce qui me gênait, c'était... est-ce qu'il m'a gêné? Mais non, mais c'est son problème à lui. Moi, j'ai pas de Oui, problème. c'est ça, oui. Moi, j'ai pas de problème. Non, j'ai pas... non, il m'a gêné en rien. Non, quand j'étais plus jeune, ce que j'aurais aimé, parce que quand je suis arrivé à Paris, là, pour faire ce métier, il n'y avait pas la place pour des petits comme Yvan, des tout petits comme Yvan Attal, physiquement, tout ça, ni comme moi. Parce que c'était des grands jeunes premiers. Et puis, dans les années 70, sont arrivés Pacino, De Niro, Dustin Hoffman. Cette génération de petits bruns qui nous ont donné accès. Voilà, donc... voilà, j'aurais aimé être un peu plus... À l'époque, voilà. Enfin, c'est plus les petits bruns, maintenant, c'est les petits blancs. C'est les petits blancs? Oui. Les petits blonds? Les petits blancs. Les petits blancs, ah oui, les petits... Ouais. Mais ça, il y en a moins. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand on commence, les petits bruns, il y en a plusieurs milliers. Les petits blancs, il en reste moins. Quoi. Et la moustache? La moustache, c'est pour... je suis en jachère. Je prépare un... En jachère. Je prépare un rôle. Voilà. D'accord. Et donc, Et quand on fait pousser sa moustache pour le rôle, est-ce que aussi à l'intérieur de soi, on a tout un travail? Aussi à l'intérieur, la moustache. C'est vrai? Non, mais réellement, il y a un travail. Ouais, bien sûr, il y a un travail. Mais c'est un luxe de pouvoir, par rapport à l'époque où je jouais quand j'étais jeune et que je faisais beaucoup de théâtre et que je tournais un peu, j'avais jamais le temps de me mettre une fausse moustache ou un truc parce que j'étais raccord avec le théâtre. Donc, de pouvoir se laisser pousser une moustache ou les cheveux ou quelque chose de cet ordre-là, c'est une façon, en tout cas, de donner du temps au temps et de préparer le rôle. Une façon de feignant, voilà. Tu vois, c'est une façon de feignant de préparer un rôle. Enfin, moi, c'est comme ça que je travaille. Je me laisse pousser un truc. Je vous emmène nos dos à dos, vous êtes d'accord? Ah oui, alors j'aime bien le dos à dos. C'est la partie la plus délicate de l'émission. D'ailleurs, vous êtes venu pour le dos à dos. Et il faut pas se manquer. Il faut pas se manquer au dos à dos. C'est ça. Bon. On y va.
Nous sommes avec vous, Daniel Auteuil, et des réponses du tac au tac. Est-ce que vous auriez aimé être votre ami? Oui. Le travers dont vous aimeriez vous débarrasser? L'angoisse. Qu'est-ce que vous dites à un ami comédien? Vous savez, après la première d'une pièce, vous allez dans sa loge et vous n'avez pas aimé? Je pense que je lui dis pas tout de suite la vérité. Je pense que c'est la première et qu'il sera mieux dans une semaine, voilà. Quelle est votre définition du bonheur? Que ça dure. Qu'est-ce qui est le plus insupportable quand on partage votre vie? Peut-être, encore une fois, mes angoisses. Est-ce que vous avez déjà partagé l'affiche avec un comédien nul? Non, Oh, ben non. Enfin, pas en tête d'affiche. Il n'y en a pas en tête d'affiche. Il faut y arriver à grimper là-haut dessus. Non, non. est-ce que vous préférez draguer ou être dragué? J'aime bien être dragué, mais je dirais plutôt séduit. Mhm. Le pire tue l'amour. Le désenchantement. Mhm. Le lieu le plus excitant pour un rendez-vous amoureux? Le lieu le plus... Un bon restaurant où il va y avoir du cassoulet. Non, le- J'ai répondu. Au cinéma, qu'est-ce qui peut vous faire détourner les yeux de l'écran? La violence. En amour, est-ce que vous préférez une vérité qui fait mal? Pas de vérité, pas de vérité. Un bon mensonge. Un mensonge. Un bon mensonge qui fait du bien. Console. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé à son insu dans le portable de votre femme? Pas son insu devant elle. Et elle n'est pas contente. La dernière fois que vous vous êtes dit, ce n'est pas de mon âge. Ah, bah, ça fait quelques années déjà. À propos de quoi? Bah, à propos du sport. Et qu'est-ce que vous aimeriez que vos proches vous disent Quand les derniers jours? Le dernier jour, je sais pas, je suis tellement angoissé par cette idée de... Je peux même pas imaginer... ouais, aussi, si, peut-être. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Ah, c'est joli. On va se débrouiller sans toi. Ouais, on va se débrouiller. Si je vous dis Julien Clerc? Je dis, femme, je vous aime. Oh là là, Quel métier. c'est magnifique. Je vous aime. Merci. Merci beaucoup. Très bonne. Très bonne. Vraiment, 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 vraiment. Et merci. À chaque fois parce qu'il y a... merci beaucoup. Femme, je vous aime. Ah, c'est pas fini? Oui, non. Ah bon, je croyais que c'était fini. Non. Ah bon, je vous ai fait une déclaration d'amour devant des millions de gens. Femme, je vous aime. C'est encore de circonstances, femme, je vous aime. Femme, je vous aime. C'est un hymne. C'est un hymne à la femme. Voilà, voilà, c'est pas comme quand on a 16 ans et qu'on s'identifie à une chanson. C'est une chanson, c'est une offrande. Je voudrais remercier celle qui est exposée sur le plateau de Thé au Café. Elle a pour nom Sylvie Brun. Elle est issue de l'univers du stylisme. Elle est fascinée comme ça par les textures, la brillance. Elle travaille, dit-elle, à l'instinct. Et son nom, c'est Sylvie Brun. Vous serez où mercredi? Mercredi, je serai... Dans une salle ou pas? Non, je serai en haut d'un arbre, prêt à sauter. Non, je serai... je ferai le mec décontracté qui attend les nouvelles de savoir si le public se précipite ou pas dans les salles de cinéma pour voir Amoureux de ma femme, voilà. Très bien. Samedi prochain, c'est Daniel Cohn-Bendit. Ah, très bien. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Eh bien, écoutez, ça Cet homme. évoque, bien entendu, il évoque un esprit de rébellion, de liberté, de joyeuseté, cet esprit foutrarque de 68. Mais tout au long de sa vie, il a été là, il a été vert, il a été de toutes les couleurs. Il a commencé rouge, il a été vert. Il a été un homme qui a commandité son époque. Et bleu, parce qu'il était européen. Oui, bleu, voilà. Il y a le professeur Mimoun qui sera aussi dimanche avec nous. Il a réalisé une première greffe de peau sur un homme dont le corps était brûlé à 95% grâce à son jumeau, qui a été le donneur. Franck et Eric, et ils seront aussi sur ce plateau. Un grand merci, en tout cas, d'être passé sur le plateau de Thé au Café. Et puis, je vous souhaite, allez, je vous dis merde. Hein, vous prenez, et surtout, vous ne répondez pas. Hein, c'est bien connu. Cette émission, elle est rediffusée cette nuit, et puis vous pouvez la revoir en replay. Et bien évidemment, elle est consacrée à Daniel Auteuil. Portez-vous bien, merci de votre confiance et de votre fidélité. Et on termine par un petit selfie, c'est la tradition. Au revoir, à la semaine prochaine.